mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la télévision Mourchid, bienvenue à votre émission Révision. Je vous retrouve ici au lycée Maurice Delafosse, où nous avons eu l'honneur et même le privilège d'être reçus par le proviseur du lycée Moustapha Faye, qui a aussi l'honneur de nous présenter aujourd'hui un cours de philosophie. Il va peut-être un peu innover dans le sens parce que tout simplement, cette occasion nous donnera donc véritablement toute l'opportunité de joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, il nous propose de corriger donc de la composition du second semestre. Monsieur Faye, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission. Merci, le plaisir est partagé. Voilà. Aujourd'hui, vous nous proposez un peu après donc, la composition du second semestre, de voir, en tout cas sous forme de révision, les différents concepts majeurs qui ont été évalués pendant cette composition. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, en tout cas en tant que proviseur, donc la personne morale, l'autorité suprême de cet établissement, de venir un peu échanger avec les élèves, les candidats à l'examen, donc pour la modeste expérience dont vous disposez. Ah oui. Souvent. Non, ça ne me pose aucun problème. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je suis proviseur de lycée, mais je n'ai jamais quitté les classes. À chaque fois qu'il y a manque de profs, je suis dans les classes. À chaque fois qu'un prof est malade, je le remplace volontiers. Merci beaucoup. Nous avons compris que c'est une grande passion que vous éprouvez pour la philosophie, pour la science, pour également la culture, justement. Et nous allons peut-être vous laisser avec les élèves comme on le souhaiterait. Donc, les nouvelles pédagogies, la centrale de l'élève, nous pensons effectivement que les élèves vont activement participer à votre cours et qu'effectivement cette interaction également souhaitée dans le cadre des pédagogies modernes soit maintenant vraiment matérialisée. D'accord, je vais plus leur donner la parole, mais s'ils ne la prennent pas, je la reprends. Voilà, merci beaucoup. Là, donc, à tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous allons donc laisser les soins avec notre proviseur, justement, le professeur de philosophie, le soin donc de dérouler avec ses élèves, les candidats à l'examen. Justement, on est à quelques jours, mais nous souhaitons à tous les élèves du Sénégal, tous les élèves du monde, en tout cas, une très bonne chance de réussir pour l'épreuve, surtout de philosophie. Ce sera tout de suite, Inch'Allah. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci donc de nous donner l'occasion de partager avec tous les élèves du Sénégal qui verront cette émission, tous les collègues aussi qui la verront et qui peut-être nous feront des suggestions pour améliorer, puisque l'enseignement, c'est l'échange, c'est le partage. Donc, et ça me donne l'occasion de revoir les techniques du commentaire de texte. Très souvent, les élèves disent que je ne fais pas le commentaire de texte parce que je ne maîtrise pas la technique, alors qu'on fait le sujet où on a le plus de connaissances. Si je lis un sujet, si c'est une dissertation, j'ai plus de connaissances pour la dissertation, je fais la dissertation. Si je sens que le texte est à ma portée, je fais le commentaire de texte. On ne doit pas choisir dès le départ pour dire que je vais au bac, je vais faire commentaire de texte ou je vais faire dissertation. Si vous choisissez dissertation alors que vous ne les comprenez pas, que vous comprenez le texte, faites le texte. Donc, tout en expliquant le texte, on va revenir très souvent sur les techniques de commentaire de texte. On ne peut pas commenter un texte qu'on n'a pas lu 3, 4 fois. Je me rappelle, un de nos professeurs à l'université, Habib Mbaye, nous disait que le texte doit vous donner des vertiges. Ça signifie qu'on doit se pencher sur le texte pendant de longs moments. On doit le lire, on doit souligner, on doit faire une lecture active. Donc, on va d'abord procéder par la lecture. Je vais demander à un de vos camarades de lire le texte. Qui est à l'aise et qui peut lire le texte? Oui, allez-y, jeune homme. Depuis 3 siècles, la connaissance scientifique ne fait que prouver ses vertus de vérification et découverte par rapport à tous les autres modes de connaissance. C'est la connaissance vivante qui mène la grande aventure de la découverte de l'univers, de la vie, de l'homme. Elle a apporté
et singulièrement dans ce siècle, un fabuleux progrès dans notre savoir. Nous savons aujourd'hui mesurer, peser, analyser le Soleil, évaluer le nombre de particules constituant notre univers, déchiffrer le langage génétique qui informe et programme toute organisation vivante. Cette connaissance permet une précision extrême dans tous les domaines de l'action, jusque dans le guidage des vaisseaux spatiaux hors de l'orbite terrestre. Et pourtant, cette science élucidante, enrichissante, conquérante, triomphante, nous pose de plus en plus de graves problèmes qui ont trait à la connaissance qu'elle produit, à l'action qu'elle détermine, à la société qu'elle transforme. Cette science libératrice apporte en même temps des possibilités terrifiantes d'asservissement. Cette connaissance vivante est celle qui a produit la menace d'anéantissement de l'humanité. Pour concevoir et comprendre ce problème, il faut en finir avec l'alternative stupide entre une bonne science qui n'apporte que des bienfaits et une mauvaise science qui n'apporte que des méfaits. Il nous faut, au contraire, dès le départ, disposer d'une pensée capable de concevoir et de comprendre l'ambivalence, c'est-à-dire la complexité intrinsèque qui se trouve au cœur même de la science. Edgar Morin, Science avec conscience, Fayard, 1982. Merci. Je vais moi-même lire le texte et vous demander de faire attention à certaines expressions, à certains passages, comme si vous deviez analyser le texte. Parce que tout n'est pas important dans un texte. Donc, ce qui doit attirer votre attention, c'est les éléments les plus importants. Depuis 3 siècles, je crois que depuis 3 siècles, ça doit vous interpeller, donc vous devez souligner cela. Et la connaissance scientifique ne fait que prouver ses vertus de vérification, de découverte, par rapport à tous les autres modes de connaissance. Quels sont les autres modes de connaissance? La philosophie, etc. etc. Hein, voilà. Donc, vous lisez en vous posant des questions qui vous permettent de comprendre. C'est la connaissance vivante qui mène la grande aventure de la découverte de l'univers, découverte de l'univers, de la vie, de l'homme. Elle a apporté, et singulièrement dans ce siècle, c'est quel siècle? Dans le siècle où nous vivons, un fabuleux progrès dans notre savoir. Donc, progrès dans le savoir. Il ne faut pas voir progrès et penser tout de suite au progrès scientifique. C'est progrès dans le domaine de la connaissance. Nous savons aujourd'hui mesurer, peser, calculer, analyser le Soleil, évaluer le nombre de particules constituant notre univers, déchiffrer le langage génétique qui informe et programme toute organisation vivante. Cette connaissance permet une précision extrême dans tous les domaines de l'action. C'est maintenant que la technique va intervenir, parce que la science et connaissance, ce qui permet l'action, c'est la technique. Sans oublier que nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la technoscience. Il y a une distinction de principe entre la science qui est connaissance et la technique qui est pouvoir d'agir. Mais les techniques et la science sont intimement liées au point que de plus en plus on parle de technoscience. Et pourtant, vous encadrez le pourtant. Cette science élucidante, enrichissante,
conquérante, triomphante, nous pose de plus en plus de graves problèmes. Donc, la science pose de graves problèmes. Lesquels? Vous vous posez cette question-là. Lesquels? Quel type de problèmes graves la science nous pose? Et là, il est facile d'y répondre. On verra tout à l'heure. Il faut en finir avec une alternative stupide entre une bonne science qui n'apporte que des bienfaits et une mauvaise science qui n'apporte que des méfaits. Il nous faut au contraire, dès le départ, disposer d'une pensée capable de concevoir et de comprendre l'ambivalence, vous soulignez l'ambivalence, c'est-à-dire la complexité intrinsèque qui se trouve au cœur même de la science. Donc ça, vous devez souligner. C'est un texte d'Edgar Morin, qui est un savant et philosophe. Très souvent dans le domaine de la science, des savants aussi font de l'épistémologie. Ils réfléchissent de façon critique sur la science. Donc, une fois que vous avez fait cette lecture active, en lisant, en soulignant, en se posant des questions, vous devez d'abord déterminer de quoi parle le texte. Ça parle de quoi? Et si vous dites la science, c'est bon, mais ce n'est pas précis. Oui? Oui. Les connaissances scientifiques, il faut encore préciser des progrès, des connaissances scientifiques qui sont devenues très rapides et qui permettent de déboucher sur l'action par l'intermédiaire de la technique. Donc, il est question de l'évolution des connaissances scientifiques. Et qu'est-ce que l'auteur montre? Il attire notre attention sur quoi? Il a écrit ce texte-là pour montrer quoi? Parce que c'est ça le plus important, parce que c'est ça qu'il faut expliquer. Il s'est levé pour écrire. Et quand il écrit, il veut nous montrer quoi? Il veut attirer notre attention sur quoi? Donc la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que démontre l'auteur? Qu'est-ce qu'il démontre? Oui, que les progrès apportent beaucoup de bienfaits. Dans quel domaine? Dans le domaine de la connaissance et dans le domaine de l'action. Par contre, il y a aussi des dangers qui résultent des progrès scientifiques. Une fois que vous avez cela, c'est cela que vous consignez dans une introduction au commentaire de texte. Et dans l'expression la plus claire, la plus précise possible. On est en philosophie, on n'est pas en littérature où vous avez besoin de litotes, de métaphores. Je me demande même si le prof de français vous demande dans vos dissertations ou dans vos commentaires de texte de faire des litotes, des métaphores, etc. etc. Donc vous dites ce texte qui nous est proposé, ou bien ce texte qui nous est soumis, ou bien vous mettez ce texte parle des découvertes scientifiques, et particulièrement des progrès. Et l'auteur, Edgar Morin, qui est un savant, nous montre que la science apporte beaucoup de bienfaits, mais elle suscite aussi beaucoup de dangers. Ça, c'est la thèse de l'auteur, ça, c'est l'idée centrale du texte. Et vous annoncez le plan. Dans une première partie, nous verrons les progrès scientifiques et ce qu'elles apportent à l'homme, et dans une seconde, les dangers qui découlent des progrès scientifiques et techniques. Et peut-être, nous imaginerons des solutions. Si dans la discussion, vous préparez vous avez envie de parler de solutions. Donc, très simple, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas
Il n'y a pas de... Et une fois que vous dites que dans la première partie, vous allez parler des progrès scientifiques, dans la seconde, des dérives de la science, ça c'est un programme. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Donc, la première partie, ça va être les progrès scientifiques. Et déjà, vous avez souligné les expressions que vous allez expliciter et qui vont faire le corps de cette partie-là. Vous avez dit, depuis 3 siècles, si vous enlevez 3 de 21, ça vous donne quoi? 18e, 19e siècle. Et très souvent, en classe, quand on a parlé de la science, on a souvent attiré votre attention sur le fait que, à partir du 18e siècle, les progrès se sont accélérés. 18e, 19e siècle, accélération des progrès. Les progrès de la science se sont accélérés. Et qu'est-ce que la science a permis à partir du 18e, 19e siècle? Le mot vérification, c'est que les sciences se sont dotées d'une méthode. Si vous pensez aux sciences expérimentales, vous avez la méthode expérimentale qui permet à la science de construire un savoir rigoureux. Et cette méthode permet d'arriver à des connaissances. Des connaissances scientifiques. Qu'est-ce que nous apportent les connaissances scientifiques? Une explication de l'univers. La science, il faut bien, dès le départ, faire le distinguo entre la science et la technique, même si ces deux sont intimement liés. Donc, la science nous apporte des connaissances. J'ai l'habitude de dire aux élèves qu'à partir du 18e, 19e siècle, la science apporte des connaissances et recule les bornes de l'ignorance. Beaucoup de phénomènes que l'homme ignorait sont éclairés par la connaissance scientifique. Et vous pouvez donner des exemples. Le fait que dans le domaine macro, dans un domaine plus grand, vous montrez que pendant longtemps, notre regard nous a fait participer au spectacle du ciel étoilé. Nous avons vu le soleil, la lune, et nous nous sommes demandé pourquoi cela ne nous tombe pas dessus. Avant le XVIIIe siècle, à partir du XVIIIe siècle, la science nous permet d'expliquer ce phénomène. C'est le phénomène de l'attraction universelle. Donc vous voyez, vous pouvez prendre cet exemple-là pour montrer que la science éclaire des mystères. Dans le domaine micro, mais la science moderne nous plonge au cœur de l'infiniment petit, en nous expliquant le mystère de la vie, le mystère de l'hérédité, le mystère de la procréation. Elle nous a éclairé l'infiniment petit en nous expliquant la structure de l'atome, par exemple. Donc, vous voyez, et ça, le texte l'évoque. La science nous permet aujourd'hui de mesurer, de peser, de déchiffrer, etc., etc. Donc, la science donne beaucoup de connaissances. Et chaque jour, ces connaissances-là, il y a évolue, il y a progrès. Tous les jours, chaque jour, il y a progrès dans le domaine de la science. Vous voyez que vous expliquez, vous ne reprenez pas le texte. Vous partez du texte, des expressions du texte, pour éclairer, pour expliciter, pour rendre plus accessible. Donc, vous voyez, donc,
En conclusion, pas encore, oui, en conclusion, la science éclaire, la science donne des connaissances. Vous voulez montrer, vous voulez passer à un aspect dans tous les domaines de l'action. Vous utilisez un connecteur logique. La science donne des connaissances. Vous voulez aussi montrer que ces connaissances-là débouchent sur l'action. Elle permet aussi, ou bien aussi, elle permet d'agir, de maîtriser, de dominer notre univers. Réalisant ainsi la prédiction de Descartes, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. En effet, les connaissances scientifiques permettent de fabriquer des techniques qui permettent d'agir sur notre environnement. Donc vous avez 2 paragraphes dans cette première partie-là. Vous montrez l'évolution des connaissances, qu'est-ce que permettent ces connaissances, et vous montrez que ces connaissances-là aussi, par l'intermédiaire de la technique, permettent d'agir sur le monde. Et vous faites une conclusion partielle. On voit donc bien, ainsi donc, les connaissances progressent et sont fort utiles à l'homme. Pas les connaissances seulement, les connaissances scientifiques progressent et sont fort utiles à l'homme. Si vous ne faites pas ça, c'est cette conclusion-là qui nous permet de résumer ce qu'on a développé dans cette première partie. Les connaissances progressent et sont fort utiles à l'homme. Point. Les connaissances scientifiques progressent au présent. Les connaissances scientifiques progressent et sont fort utiles à l'homme. Qu'est-ce qui ne peut pas exprimer ça? Dans un langage simple, clair, précis. Vous n'allez pas dire la science étant des phrases simples. Les connaissances progressent et sont fort utiles à l'homme. Et tout de suite, vous pouvez faire la transition en disant quoi? Mais toutefois, je préfère toutefois, parce que toutefois dit que ce que nous avons dit avant est vrai, mais il y a autre chose. Et comme pourtant aussi que l'auteur a utilisé. Pourtant, toutefois, elle suscite aussi des dangers, des dérives. Et vous partez du texte. Cette science élucidante, cette science élucidée, c'est éclairer, hein? Éclaircir, éclairer. Voilà. Éclairer en nous expliquant. L'auteur revient sur l'utilité des connaissances scientifiques. Cette science élucidante, enrichissante, triomphante. En effet, on peut bien parler du triomphe de la science, surtout lié à la technique. Mais sans la technique, la science triomphe. Elle triomphe en nous éclairant des mystères, en nous expliquant des phénomènes qui mobilisaient notre raison, notre attention, qui nous angoissaient. Parce que quand vous ne comprenez pas, vous sentez une certaine angoisse. Alors quand ça éclaire, ça renvoie les mystères. Cette science libératrice, en même temps, suscite à entraîner des possibilités terrifiantes. Terrifiant, c'est quelque chose qui fait peur. Alors, vous arrêtez sur ce mot-là. Qu'est-ce que la science, la technoscience a entraîné et qui peut faire peur? Oui. Hein? La bombe atomique. Vous avez dit l'armement. Oui, l'armement, c'est terrifiant. Hein? L'avion. Oui. Hein? Les armes de destruction massive. Oui. Hein? Le réchauffement de la planète. Voilà. Voilà. Je crois que cela est terrifiant. Camus a dit que lui,
au discours de Suède, quand il a reçu le prix Nobel de la paix. Il a dit que lui, qui a fait son enfance dans la Première Guerre mondiale, qui a grandi dans la Seconde, qui doit, parce que la Seconde, elle est terrifiante, beaucoup de milliers de morts, parce qu'entre-temps, l'armement est devenu beaucoup plus terrifiant que pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il lui demandait d'être optimiste. Il est pessimiste. Il croit que peut-être que par une erreur de l'homme, on peut détruire la planète ou une partie de la planète ou entraîner de graves dangers. Mais il y a quelque chose que nous avons vécu aussi ces dernières années. Vous êtes jeune, mais peut-être qu'on vous parle de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique. Cette centrale a échappé au contrôle de l'homme et a entraîné des conséquences terrifiantes. D'abord, beaucoup de milliers de morts et beaucoup de gens qui souffrent d'affections qu'ils ont contractées à l'occasion de cette dérive. Hein, voilà. Vous avez aussi, je crois que ça ne doit pas faire 3 ans, la centrale nucléaire au Japon, après un raz-de-marée qui a échappé à l'homme et qui a entraîné beaucoup de dégâts. Vous avez, en passant à Tchernobyl, au début des années 90, quand j'enseignais encore ici, quand une cuve d'ammoniac de la Sonacos a échappé au contrôle de l'homme, et je crois que dans l'après-midi, on avait environ 200 000 morts. Au début des 200 morts, 200, c'est pas 200 000, hein, c'est 200. C'est pas 200 000, hein, 200 morts. Hein. Donc vous avez une usine de pesticides en Inde au début des années 80, 84 ou 85 qui a échappé au contrôle de l'homme et qui a entraîné beaucoup de dégâts. Donc il y a des conséquences du progrès scientifique et technique qui peuvent être terrifiantes. Voilà, nous avons la possibilité de mettre fin à toute vie sur Terre par les bombes que nous avons fabriquées et que nous avons emmagasinées. Donc, s'il s'agit de trouver des exemples pour montrer qu'il y a des conséquences terrifiantes des progrès scientifiques et techniques, je crois qu'on peut en trouver. Il y en a aussi qui ont cité le réchauffement de la planète. Il y a quelques années, j'ai écouté sur RFI une émission sur le réchauffement de la planète où on disait que si le phénomène continue, parce que ça peut changer, hein, il peut y avoir dans les années à venir des vagues de froid. Mais s'il n'y a pas ça, si le réchauffement de la planète continue, le niveau de la mer, et quand j'ai écouté cette émission-là, ça fait maintenant une vingtaine d'années ou presque 30 ans, le niveau de la mer va augmenter de 100 cm. Si le niveau de la mer augmente 2 mètres, Rufisque disparaît de la mer à la route nationale. Hein, voilà. Donc ça, c'est terrifiant. Ceux qui vivent dans des villes comme Bourg savent qu'il y a des quartiers, des maisons qui disparaissent de jour en jour. Donc véritablement, si vous voulez donner des exemples pour montrer que la science les progrès entraînent des possibilités terrifiantes, vous avez beaucoup d'exemples. Vous avez aussi le mot asservissement qui doit vous intéresser. Asservissement, ça vient de serf, esclave, que les sciences, de plus en plus, les techniques, les progrès nous asservissent. Ce mot-là renvoie à l'aliénation. L'aliénation, c'est une perte de soi. Au lieu que je décide, c'est la télé qui décide pour moi. Hein? Dès qu'on dit que c'est elle qui apparaît à la télé ou c'est tel film,
Même si je suis hyper fatigué, je veux dormir, j'attends. Vous devez rendre visite à votre grand-mère, il y a un feuilleton qui passe, Wiri Wiri qui passe, vous dites que non, non, il y a une parce que Wiri Wiri moi il y a Wiri Wiri à la télévision. Et vous avez aussi l'asservissement dont on vous a parlé avec la taylorisation. Donc vous avez plusieurs exemples. Maintenant, vous avez expliqué le contenu du texte. Mais il y a un élément qui reste dans le texte. Il dit que le problème est complexe. Pourquoi il est complexe? Qu'est-ce qui fait la complexité du problème? Vous avez dans le texte, cherchez, c'est quoi? Lisez-moi ça, oui? Qu'est-ce qui fait la complexité du problème? Non, ça on en a parlé. Il y a des méfaits. On en était à parler des méfaits, des dérives, des dangers. Mais lisez la dernière partie du texte où l'auteur parle de la complexité du problème. Oui. Voilà, le problème est complexe parce qu'il y a ambivalence, ambivalence des techniques. Dans ambivalence, vous cherchez, vous avez un texte, mais peut-être même que vous n'avez pas rencontré ce mot-là, mais cherchez. Vous avez ambivalence, bi, c'est quoi? Deux. Vous avez deux. Valence, ça renvoie à quoi? C'est proche de quoi? Valeur. Ça signifie que une technique a deux faces. Un côté utile et un côté dangereux. Les engrais fertilisent les sols, mais polluent la nappe phréatique. L'avion dit Saint-Exupéry est épatant. C'est formidable. Quand ça transporte la fiancée en 5 heures de temps à Paris pour rencontrer son bien-aimé, c'est fabuleux, c'est formidable. Mais c'est l'avion qui a permis Hiroshima. Les fusées permettent d'explorer, mais elles se transforment aussi en missiles. Donc, vous avez l'ambivalence des techniques. Les réfrigérateurs, le soir, quand vous avez jeûné, quand ça vous permet d'avoir de l'eau fraîche, c'est bon. Mais ça dégage un gaz qui détruit, qui participe à la destruction de la couche d'ozone. Vous voyez donc, c'est ça la complexité du problème. L'auteur dit, s'il y avait d'un côté une bonne science, une bonne technique, de l'autre une mauvaise, on jetterait par-dessus bord les mauvaises techniques et on conserverait les bonnes. Mais c'est en même temps les techniques qui sont bonnes qui peuvent provoquer des dangers. C'est ça qui fait la complexité du problème. C'est ça qui fait qu'on trouvera difficilement des solutions. Mais la solution, dit Jacques Ellul, viendra de la science. Elle ne viendra pas d'autre chose. Elle viendra d'abord de la science. C'est la science qui va, par les progrès, nous permettre de fabriquer des techniques qui sont moins polluantes, qui sont moins dangereuses pour la couche d'ozone. Ça, c'est une possibilité de solution. Cherchez, vous avez fini avec le texte, mais vous faites une appréciation critique en proposant des solutions. Elles viendront, dit Jacques Ellul, de la technique. Plus on va avancer, plus les connaissances vont progresser, on va mettre sur pied des industries moins polluantes. Elle viendra aussi du dialogue des civilisations, du dialogue des cultures, du dialogue entre nations, pour prendre en charge ces questions qui sont planétaires,
Parce que les nuages de pollution, c'est vrai que nous, on pollue moins que les Occidentaux, mais les nuages de pollution n'ont pas de frontières. Il faudrait que l'humanité prenne en charge dans une discussion, dans un dialogue, ces questions-là ensemble. Que les pays développés aident les pays les plus pauvres à faire face à cela. Et je crois que c'est l'esprit de la conférence de Rio au début des années 90 sur les questions d'environnement. Et on vient aussi de sortir de la COP 21 au Maroc il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aussi vous poser cette question-là. Est-ce que c'est la science et la technique? Est-ce que c'est les progrès qu'il faut incriminer ou pas? Est-ce que ce n'est pas l'homme? Parce que les techniques ne décident pas de leur utilisation. Je crois que c'est l'aveuglement de l'homme qu'il faut flétrir. C'est l'homme qui utilise la science et les techniques dans un dessein qui n'est pas noble. Ceux qui ont découvert des connaissances qui ont permis la fabrication de la bombe atomique, peut-être que s'ils avaient su que cette utilisation que l'homme en ferait n'aurait pas mis au point ces connaissances-là. Donc ça aussi, c'est une question qu'on peut poser. Enfin, vous pouvez aussi vous demander, est-ce qu'il ne faut pas un supplément de spiritualité, un supplément d'âme à notre civilisation trop technicienne, hein? Vous avez Roger Garaudy qui a écrit un ouvrage « Appel aux vivants » qui dit que depuis que Descartes a écrit que c'est la science et la technique qui rendront l'homme comme maître et possesseur de la nature, on l'a cru. Et on a développé la science, la technique, on a négligé des valeurs comme la religion. Et lui, il propose un retour à la religion et aux valeurs que ces religions-là mettent en avant. Voilà, je crois, mademoiselle levait la main, je crois qu'elle voulait ajouter quelque chose. Monsieur, vous avez dit que c'est l'aveuglement de l'homme qui a abouti à ça. Mais est-ce que ce n'est pas son ambition illimitée? Ah oui, quand vous avez une ambition illimitée, cela entraîne un certain aveuglement. Quand vous avez l'ambition de vous enrichir tout de suite, vous savez qu'il y a quelques années, ce qu'on appelait le problème des déchets toxiques. Je crois que c'est autour des années 90, où en Occident, on voulait trouver des pays où on pouvait enfouir les déchets toxiques. Parce qu'on ne peut pas faire cela en Occident où la société civile, où les gens sont très éclairés, ils sortent dans la rue pour dire non, etc., etc. Et il paraît qu'il y a un homme politique sénégalais qui voulait importer des déchets toxiques et les enfouir du côté de Ngaï Mékhé. Hein? C'est vrai que l'espace à l'intérieur du Sénégal est peu peuplé, donc on peut penser qu'on peut trouver un coin où on peut enfouir des déchets toxiques, mais ça, aucun Sénégalais ne devrait le faire. Il y a eu à Abidjan aussi un problème de déchets toxiques dans les lagunes du côté d'Abidjan. Il y a eu un bateau, je crois que ça s'appelait le Zanoubia, avec une cargaison de déchets toxiques qui allait de port en port. Parce que quand vous vous dirigez vers tel pays, ils sont alertés. Donc, vous voyez, c'est le désir de dominer les autres. Hitler, par exemple, son ambition qui a conduit à son aveuglement, pousser l'armée allemande, les savants allemands, les techniciens allemands à fabriquer plus d'armes pour détruire. Ça, c'est le fruit d'une ambition démesurée qui a conduit à l'aveuglement. Ils ne savaient pas que, de toute manière, ils ne pouvaient pas sortir vainqueurs de cette guerre-là. C'est bien l'ambition, mais l'ambition démesurée a comme conséquence l'aveuglement. Étant professeur de philosophie, oui, en tout cas, c'est mieux que... Est-ce que vous avez une méthode à conscientiser les savants scientifiques à leur méfait qu'ils produisent dans l'univers?
Oui, vous aviez dit tout à l'heure étant philosophe, je préfère la seconde formulation, étant prof de philo. Je dis souvent pour taquiner mes élèves que je ne suis pas philosophe, je fais de la philosophie pour avoir de quoi acheter du riz, quoi. Je fais de la philosophie. Je suis un fonctionnaire de la philosophie. Voilà, un fonctionnaire de la philosophie. Peut-être philosophe, c'est Bachir Gagne. Voilà. Je crois que la question, elle est mal posée. Vous dites, est-ce qu'on peut conscientiser les savants? Je crois que les savants, ils cherchent. Ils cherchent. Leur rôle, c'est de chercher, de faire de la recherche. C'est l'homme politique surtout qui décide de l'utilisation des techniques dangereuses ou bien qui décide de l'utilisation des connaissances scientifiques pour fabriquer principalement des techniques qui peuvent être dangereuses pour l'homme. C'est peut-être celui-là qu'il faut chercher à élever le niveau de conscience. Hein, c'est celui-là qui prend les décisions, qui prend les décisions et qui peut prendre la décision de sortir l'usine du côté de Mbao et d'aller l'installer loin des habitations. C'est une décision politique, donc c'est l'homme politique qu'il faut chercher à élever le niveau de conscience. Je sais que quand il s'agit de l'évolution de la biologie, il y a en France ce qu'on appelle, et ça c'est une décision politique, des comités d'éthique locaux, un comité d'éthique local, des comités d'éthique qui surveillent ce qui se fait dans le domaine de la science et qui dit que non, vous n'avez pas l'autorisation de faire le clonage humain, par exemple, le clonage reproductif. Il faut qu'on en arrive à cela. Mais la société civile aussi a un rôle à jouer. Il ne faut pas que la société civile, nous avons chez nous, c'est heureux que nous ayons une société civile, mais très souvent, le regard est attiré vers les questions politiques, les questions électorales. Mais il faut aussi qu'ils se battent pour ça, qu'ils jettent encore le regard plus sur les dangers que provoquent certaines industries sur les populations. Mais les populations aussi, c'est elles qui viennent s'installer sur les tuyaux d'évacuation de l'ONAS, l'Office national d'assainissement, qui viennent s'installer du côté des industries. Je crois qu'il faut une prise de conscience. Mais là aussi, il y a le rôle de l'école. Il faut que sur ces questions-là, on éclaire de plus en plus la conscience des citoyens. Il faut que ces questions-là entrent dans les programmes scolaires officiellement, puisqu'il n'est pas interdit d'actualiser, en réfléchissant sur la science, d'actualiser sur ces questions-là. Je crois que ce que nous avons fait aujourd'hui participe d'attirer l'attention de jeunes Sénégalais sur les questions d'environnement, sur les questions de propreté. Malheureusement, le spectacle que vous allez offrir en sortant de cette classe-là va être désolant, parce que vous allez, heureusement qu'on est au Ramadan, mais sinon, vous allez sortir, prendre un verre de café Touba, boire et jeter dans la cour. Prendre un sachet d'eau, boire et jeter dans la cour. Et ça détruit d'abord votre environnement scolaire. Oui. Voilà, bon, je voudrais peut-être insister un peu sur le côté méthodologique, hein, oui. Pour un peu faire une comparaison entre le commentaire littéraire et le commentaire philosophique. Bon, si je comprends bien, il y a une possibilité d'aller au-delà du texte dans le cadre d'un commentaire philosophique. C'est-à-dire convoquer d'autres compétences, d'autres connaissances. Pour éclairer les idées du texte. Pour éclairer les idées du texte. Ouais. Alors que je pense que pour le commentaire littéraire, bon, on part du texte et on revient au texte. Oui, là, il n'y a pas... pour le commentaire philosophique, c'est aussi, on part du texte. On dit, cette science qui élucide. Élucider, ça signifie quoi? Élucider, c'est un mot qui est dans le texte. Donc, cette science qui permet d'expliquer, d'éclairer, qui permet de comprendre. Mais on peut citer d'autres exemples hors du texte. On peut citer d'autres auteurs, qui ont dit, qui ont proposé des idées qui vont dans le sens de l'auteur. Oui.
Et dans la discussion, c'est surtout dans la discussion que j'ai beaucoup parlé d'autres auteurs. Oui. Parce que la discussion est assez libre. D'accord. D'accord. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre le commentaire en français et le commentaire en philosophie. Sauf que moi, la grande différence, c'est que généralement en français, on explique aussi les mécanismes de production du texte littéraire, les métaphores, les litotes, etc., etc. Sauf que, même en philosophie, on ne vous demande pas de dire telle métaphore, mais la compréhension de certaines métaphores, ça peut éclairer un texte. Est-ce que vous voyez? La compréhension, sans maintenant mentionner ça dans le commentaire, ça peut éclairer. D'accord, d'accord. Parce qu'en fait, pour le commentaire littéraire aussi, il n'y a pas lieu de citer, donner une citation donc, hors du texte. Peut-être la deuxième phase du commentaire, en fait, on ne l'appelle même pas commentaire, on l'appelle discussion dans le cadre littéraire. Discussion. Là, on peut se permettre un peu de faire comme une dissertation. Convoquer d'autres citations, d'autres auteurs. Mais pour le commentaire proprement dit, il n'y a pas lieu donc de convoquer un autre auteur ou bien un autre exemple. Oui, n'étant pas prof de français, je n'aimerais pas m'engager dans ce qu'il faut faire en français. Hein, voilà. Mais en philosophie, quand je lis une idée... Je suis prof de français. Ah oui, d'accord. Voilà, je suis dans mon élément, c'est pourquoi j'interviens. Ah oui, oui. Oui, mais moi, je ne suis pas prof de français. Oui, voilà. C'est pourquoi j'aimerais donc interagir, quoi, pour créer cette dialectique, pour que les élèves, parce que également ils sont confrontés souvent à des problèmes, de dissocier le commentaire littéraire du commentaire philosophique. Ouais. Je crois que c'est vrai que je vois ces problèmes-là. Souvent, au lieu de dire, dans une première approche, nous parlerons de ce texte-là, je vois les élèves mettre de la ligne telle à la ligne telle, de la ligne telle. Pour le commentaire suivi. Même pour le commentaire composé, ils le mettent. Alors que dans l'introduction du commentaire en philosophie, il y a un consensus des profs de philo qui disent qu'il faut parler du thème du texte, qu'il faut expliciter de façon très claire l'idée générale et annoncer le plan. Hein, voilà. Parce que très souvent, vous pouvez avoir une idée qui est annoncée au départ et qui est explicitée ou bien qui revient à la fin du texte. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous expliquez ligne par ligne, vous allez expliquer une idée qui est annoncée, à la fin, vous allez reprendre l'explication. Donc, c'est préférable de faire un commentaire composé. Bien qu'un commentaire suivi aussi est possible en philosophie. Mais on recommande aux élèves de faire le commentaire composé. Donc, le commentaire philosophique également a deux phases. Une phase d'explication et une phase également de critique. De discussion. De discussion. De toute façon, on vous dira comme consigne, expliquer. Quand vous expliquez, c'est les idées du texte. Et tout le temps ici, on est parti du texte. Que la science fait des progrès, que la science débouche sur l'action, que la science suscite des dangers, qu'il y a une complexité à comprendre ce phénomène-là. Une solution aussi doit être complexe à cause de l'ambivalence des techniques. Voilà les centres d'intérêt du texte autour desquels doit être bâtie l'explication. Voilà. Fondamentalement, à partir du texte. À partir des amorces données par le texte. Mais il faut les expliciter, les éclairer. Vous les explicitez par vos connaissances, par vos lectures. Vous partez du texte, mais vous pouvez... Il y a une phase d'explication où vraiment on éclaire, on détaille. Expliquer, c'est déplier une idée résumée, vous la dépliez. Et il y a une phase d'extrapolation où vous partez de vos connaissances, où vous partez de vos lectures pour éclairer une idée du texte. Il y a des élèves qui posent des questions sur l'usage des citations, etc., etc. À chaque fois que vous écrivez, que ce soit un commentaire ou une dissertation, vous pouvez utiliser des citations. Parce que quand on vous dit que dans un texte, que la philosophie est incertaine, mais dans ce sens, Husserl a dit quoi?
que la valeur de la philosophie doit résider, Russell, c'est pas Husserl, doit résider dans son incertitude même. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, à chaque fois que vous écrivez, vous pouvez utiliser des citations. Mais, quand vous ne connaissez pas une citation, vous la résumez. Vous citez en substance. Et très souvent, les élèves ne connaissent pas les auteurs de la citation. Ils citent mal, ils donnent le nom d'un auteur qui n'a pas produit cette citation-là. Moi, je crois qu'il faut vous, si vous avez une idée, il faut vous approprier cette idée-là. Hein? Il faut proposer que la science soit mise sous le contrôle d'une sagesse religieuse. Vous avez cité. Hein? Voilà. Que les progrès soient accompagnés d'une certaine forme de sagesse. Vous avez cité. Science sans conscience, il faut que la philosophie soit la conscience morale de la science. Vous avez cité Rabelais. Hein? Voilà. Moi, je sais que très souvent, vous avez l'idée de la citation, vous ne connaissez pas l'auteur, vous ne pouvez pas la citer dans le texte, vous vous appropriez ça. On saura que vous vous êtes approprié la citation de... etc. Et voilà. Voilà. C'est mieux que... c'est pas obligatoire. La citation aussi n'est pas obligatoire dans une production d'un élève. C'est vrai que vous avez fait une année de philosophie, on souhaite que vous enrichissiez vos copies, votre analyse, votre réflexion de citations. Hein? Mais de toute façon, on cite toujours. De toute façon, on cite toujours. Quand vous dites que le philosophe, c'est celui-là qui remet en question les préjugés, les connaissances, etc. Et ça, vous ne l'avez pas inventé parce que Descartes l'a dit. Donc, de toute manière, on cite. Quand vous dites que le philosophe doit refuser d'adhérer aux connaissances établies, il doit réfuter ce qu'il croit savoir. Mais c'est une façon de dire que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein? Voilà. Donc, on cite toujours. Vous citez ce que vous avez lu, ce que vous avez appris, vous le citez toujours. Voilà. Mais citez de la manière qui ne vous pousse pas à la faute. Citez. Voilà. Maintenant. Oui? Produire votre propre citation. Ah non, on vous demande d'expliquer. Vous expliquez. C'est vous qui expliquez. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vos citations. Vous n'avez pas besoin de dire je me cite. Voilà, on continue. On continue. Quelques minutes sur la dissertation. Peut-on... Qu'est-ce qu'il faut souligner ici? Aimer. Sans la comprendre. Oui, peut-on aimer une... C'est une œuvre d'art qu'on aime. Une œuvre d'art sans la comprendre. D'abord, le problème, c'est l'introduction. Vous pensez qu'en apprenant l'introduction du cours, vous pouvez introduire un sujet. C'est rarement efficace. J'ai vu des gens dire que c'est un élément important de la culture. Les hommes, les sociétés ont toujours connu des œuvres d'art. Et ils posent la question. Il faut continuer le développement. Hein? Ces éléments de la culture que sont les œuvres d'art, il faut ajouter ça. Hein? Suscite chez nous un certain nombre de sentiments. On les aime ou on ne les aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des trous. Il y a des trous dans vos introductions. Vous dites une phrase et vous citez. Quand ça n'a rien à voir, voilà. Ça, c'est parti du général pour venir progressivement vers
vers le particulier. Ça, c'est amener le sujet, partir de loin. Et si vous ne pouvez pas ça, partez du sujet. Ici, il s'agit de quoi? Du sentiment que nous avons face à certaines œuvres d'art. Les œuvres d'art s'imposent à notre regard et ne nous laissent pas indifférents. Nous les apprécions, nous les aimons. La question est de savoir si on peut aimer une œuvre sans la comprendre. Partez du sujet. Il est question de notre sentiment face aux œuvres d'art. Quelquefois, je suis en face d'un tableau et tout de suite, je l'aime. Je l'apprécie. Ça suscite une certaine émotion, un certain amour. Je vois une sculpture, je l'aime. Et ça peut être une œuvre qui n'est pas de mon temps, une œuvre qui n'est pas de mon espace culturel. Et je l'aime. Cela ne suppose-t-il pas qu'on peut aimer une œuvre d'art sans la comprendre? Est-ce que d'ailleurs, on peut comprendre une œuvre d'art? Pour annoncer la deuxième partie. Parce que pour un sujet, tout ne peut pas être deuxième partie. Tout ne peut pas être deuxième partie. Vous faites une partie, vous dites oui, mais il y a des rapports entre l'art et la réalité. Est-ce que le sujet parle de cela? Non. Est-ce que le sujet parle des fonctions de l'art? Non. La première et la deuxième partie sont déterminées par le sujet. Peut-on aimer une œuvre d'art, aimer sans comprendre? Sans comprendre? Peut-on comprendre une œuvre d'art? Si je peux comprendre, de quels moyens on dispose pour comprendre, il me semble que c'est les questions pertinentes qu'il faut poser ici. Une deuxième partie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut inventer de toute pièce comme ça, qui n'a rien à voir avec le sujet. Voilà, donc nous sommes presque au terme de cette émission. Oui. Et nous sommes vraiment très honorés. D'abord, vous n'avez pas assez de temps. Le temps, vraiment, vous êtes très précieux. Surtout en ces moments un peu de fin d'année. Brutalement, c'était un honneur. Nous remercions aussi les élèves qui ont participé, qui ont écouté religieusement, qui ont donné des contributions, qui ont posé des questions. Je pense qu'également c'est important. Mais c'est tout simplement dire qu'à l'épreuve également de l'examen, il y a quand même deux volets à prendre en considération. Le volet contenu théorique et le volet pratique se trouve également être considéré comme l'exercice de dissertation ou de philosophie. Je pense que nous avons eu la chance aujourd'hui de joindre l'utile à l'agréable par votre ingéniosité. Je pense que c'est ça également que c'est l'expérience. C'était simple, c'était clair également, avec une précision et une concision de taille qui serait souhaitée dans le cadre de la pédagogie. Merci. En tout cas, nous sommes honorés. Votre dernier mot peut-être? Merci. Voilà. Merci pour l'appréciation positive que vous avez faite de ma prestation. Mais ça ne va pas me monter la tête. Je vais toujours chercher à améliorer mon enseignement. Voilà. Parce que d'abord, je suis chef d'établissement, mais d'abord, ma profession, c'est professeur de philosophie. À chaque occasion à chaque fois que j'ai l'occasion de partager avec les collègues, avec les élèves, je le ferai volontiers. Et c'est simplement une tradition. À l'école élémentaire, le directeur enseigne. Au collège, le principal enseigne s'il n'a pas temps de classe. Le recteur de l'université enseigne. Le chef de département enseigne, le doyen de la fac enseigne. Voilà. En tout cas, vous êtes un modèle et une référence.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout aujourd'hui pour votre émission Révision consacrée justement à la philosophie, mais aussi de façon assez pratique à une correction d'épreuves de composition du second semestre. Et nous avions donc le plaisir, comme nous l'avons dit, d'être reçus ici au lycée Maurice Delafosse par le proviseur lui-même, qui a eu à introduire de façon magistrale un peu, en tout cas, cette partie qui était réservée à une révision un peu en philosophie. Et c'était tout, et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une bonne suite de programmes sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mon cher. Merci. Voilà, nous vous remercions.